Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomen, a été limogé dans la soirée du lundi dernier par le président Patrice Athanase Guillaume Talon pour des raisons qui n'ont pas été rendues publiques. Cette décision du chef de l'État béninois à la veille d'un remaniement ministériel tant entendu, après plus de 19 mois de gestion des affaires étatiques, paraît mystérieuse à l'égard des observateurs et commentateurs de l'actualité politique nationale au quotidien. Face aux innombrables pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels enregistrés lors des crues liées à des pluies torrentielles depuis la fin du mois d'août 2017, dans les communes de Karimama, Malanville, Zobodomé, Zayanado, Wenri, Adjoun, Bonou, Atiémé et Grand Popo, le Conseil des ministres en date du 20 septembre 2017 a pris des mesures urgentes pour porter assistance aux familles éplorées, pour prévenir efficacement les maladies hydriques dans les communes touchées, pour veiller à la reprise des activités pédagogiques dans les zones sinistrées, pour pourvoir aux besoins alimentaires et aux besoins d'hébergement des populations en difficulté. À cet effet, il est demandé au ministre de l'Économie et des Finances le décaissement de la somme de 425 millions 82 000 francs CFA pour parer au plus urgent. Sous ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, pour Info Hebdo comme invité, j'ai Boris Tougan, il est le directeur général du magazine panafricain L'Enquêteur, et Judicaël Roch-Rouanou, il est directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de l'émission, ça sera avec Boris Tougan. Boris, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Judicaël Roch-Rouanou. Judicaël, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Alors, vous avez paru tout au long de la semaine, vous avez appris que le ministre Hervé Réhomen a été limogé, a été relevé de ses fonctions. Alors, quelle a été tout de suite votre lecture de cette situation? Bon, écoutez, c'était une nouvelle qui nous est tombé dessus comme ça parce que personne ne s'y attendait. C'est vrai qu'on était dans l'imminence d'un remaniement ministériel et on s'attendait à ce que le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, un de ces 4 jours, renouvelle l'équipe qui l'accompagnait depuis son accession à la magistrature suprême. Oui. Mais c'était ça compter qu'avant de rendre publique une liste aussi et une liste définitive, que ça passe par le ministre Réhomen, que beaucoup d'ailleurs ne voyaient pas sur la liste de départ. Alors, Boris Tougan, qu'est-ce qui veut faire partie quand même le ministre Réhomen, quelqu'un qui a été pendant longtemps si proche compagnon du chef de l'État, Patrice Talon, de Patrice Talon, de l'homme d'affaires à l'époque. Aujourd'hui, il est aux côtés du ministère et de Patrice Talon au ministère des Infrastructures et des Transports. Qu'est-ce qui pourrait le faire partie? Bon, comme vous-même vous devez vous imaginer, la surprise a été générale. Mais vous serez d'avis avec moi que on ne parlera pas d'incompétence, puisque M. Hervé Réhomen est ingénieur des bâtiments et travaux publics. Et durant ces 16 mois qu'il a passé à ce poste-là, il a montré qu'il était dans son domaine et il était au front sur tous les chantiers. On avait même l'impression à un moment donné que c'était lui seul qui faisait vivre le PAG. Le Bénin révélé. Voilà. C'était lui seul qui révélait le Bénin, en fait. Donc, partant de là, on ne peut pas dire qu'il y a insuffisance de résultats ou des défauts du point de vue de l'efficacité, d'opérationnalité. Mais ceci dit, moi j'estime que les raisons d'État ne se justifient pas. Étant donné que le droit politique béninois a donné la latitude au président de la République de sortir ses ministres quand il le veut. Il en a le plein pouvoir. Mais est-ce que vous estimez quand même qu'on puisse quand même relever un ministre de la République de ses fonctions sans quand même rendre publiques les raisons de ce limogeage? Non, la raison officielle qu'on nous a apportée, c'est que ce serait à cause du pont de Gouagounou, alors que le ministre était sur le terrain. Est-ce que c'est officiel? Non, oui, c'est la raison la plus circulée comme dans les rumeurs. Mais vous savez qu'au Bénin, les rumeurs, bon, ce sont les rumeurs qui deviennent la vérité. Voilà. Donc, on nous a parlé du pont de Gouagounou, alors que le ministre, après avoir fini son lancement du tournoi, il s'était rendu sur le terrain, il était là-bas quand il aurait été appelé par le chef de l'État pour lui demander de descendre. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui est dit, entre les deux hommes, c'est-à-dire le président de la République
et Hervé Romain, c'est une amitié de longue date. Et je pense que le président de la République est bien futé. Ce n'est pas un homme qui prend les décisions à l'improviste. C'est quelqu'un qui est très raffiné. Moi, j'estime qu'il doit avoir ses raisons et que, bon, il trouvera un bon moment pour rebondir. Voilà. Alors, Roch Judicaël, est-ce que vous ne voyez pas que c'est en quelque sorte une humiliation? Parce que déjà, on attend déjà un remaniement ministériel qui est vraiment attendu après plus de 19 mois de gestion. On attend peut-être Patrice Talon pour un remaniement ministériel. Est-ce qu'il ne pourrait pas se patienter, calmer, tout douce, attendre le remaniement ministériel et sortir avec Romain plutôt que de le limoger en pleine fonction? Bon, je pense que ça relève de l'humain. Quand quelqu'un a un poste, c'est que du jour au lendemain, on l'enlève et tout de suite, on pense que c'est humiliant et tout ça. Écoutez, les postes ministériels, les postes de nomination ne sont pas des postes éternels. Quelqu'un qui vient, le jour où tu viens, tu dois savoir que tu as un objectif, tu as des bilans à avoir et du jour au lendemain, on peut t'enlever à tout moment. Moi, je ne prends pas ça. Est-ce qu'on peut vous enlever d'un coup de tête? Parce que quand on vous nomme ministre, n'est-ce pas, Maurice, quand on vous nomme ministre, vous travaillez avec un staff, il faut du temps pour s'harmoniser avec les dossiers en cours, il faut du temps quand même pour s'imprégner avec la collaboration avec les humains. Et du jour au lendemain, vous partez, on vous amène encore un autre. Écoutez, Kader, vous venez de dire tout à l'heure qu'il a fait 19 mois. Oui. Il a fait 19 mois au poste. Il y a eu beaucoup de chantiers qui sont déjà en cours et il fait le suivi de ces chantiers-là de façon quand même un peu plus correcte. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'a pas le temps de se familiariser au dossier ou qu'il y a des choses. Le problème n'est pas là. Vous avez posé deux problèmes simultanément. D'abord, la nature, la manière dont nous concevons d'abord son limogeage. Et c'est là que je dis que c'est du propre de l'humain de penser que c'est de la frustration. C'est vrai que tel que c'est intervenu, la manière, dans les conditions dans lesquelles... Façon brutale un peu, hein. Bon, plus ou moins. Parce que le week-end, on l'a vu au front, il était sur le terrain politique dans la 24e, plus précisément chez lui à Corvère, où il faisait quand même... il parrainait un tournoi de football, il encourageait la jeunesse. Bon, est-ce que c'est... En tout cas, il faisait des actions politiques. Moi, j'appelle ça, ce sont des actions politiques pour les prochaines élections législatives. Oui. Bon, quelqu'un qui quand même mouille le maillot comme ça sur le terrain et que 2 jours après, simultanément, alors qu'il était maintenant dans ses fonctions, et on le rappelle, ça peut relever un peu quand même de la surprise, mais moi je ne pense pas que c'est de la frustration. Mais c'est de la nature humaine de penser que c'est de la frustration. Mais moi je dis, c'est le chef de l'État seul qui a les secrets, qui sait ce pourquoi il a relevé de ses fonctions. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse. Voilà, il est quand même important que dans un état de droit, dès qu'on appelle comme ça, ou bien dès qu'on relève comme ça des autorités, qui fut-il comme un ministre de la tente de Romain, qu'on puisse quand même dire, sur une source officielle, dire à la population ce qu'on reproche à ce dernier. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que rien ne force le gouvernement. Rien ne force le chef de l'État à dire voilà pourquoi. Mais on a vu quand même des gens qui étaient relevés. On a vu le cas de Nouroudine ici où on nous a expliqué correctement. Qui est venu dire pourquoi on l'a enlevé. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement a préféré laisser libre cours aux supputations, aux spéculations. Et je pense que c'est quelque chose qui l'arrange. C'est quelque chose qui l'arrange parce que les deux principales raisons évoquées. D'abord, quand on parle du pont de Gorgonou, ça célèbre le chef de l'État. Parce que si c'est du fait du pont de Gorgonou que Romain a été sauté de son poste, ça célèbre le chef de l'État. Ça célèbre la rigueur de l'homme. C'est un peu comme si on envoie sauver des populations qui plus elles ne sont pas des populations du Sud, mais du Nord. Alors que dans d'autres considérations, on aurait dit, bon, le président néglige le Nord, qu'on sorte le ministre de la sorte, le ministre le plus proche, ami fidèle du chef de l'État, qu'on le saute ainsi, je pense que ça célèbre le chef de l'État. Maintenant, la deuxième raison, of mass, ça révèle au grand jour un scandale. Ça révèle au grand jour un scandale. Et ça n'aide pas du tout le gouvernement, ça ne sauve pas les meubles, parce que nous avons, c'est vrai qu'il y a des incantations depuis l'avènement du président Boni Yayi, on parle de la rupture, on parle de refondation, un truc là, où nous avons continué avec, on parle de la rupture, Bénin révélé et tout. Des concepts, des incantations, moi je vais dire, parce que le Bénin demeure le Bénin, révélé ou pas, refondation ou pas, le Bénin demeure le Bénin, les populations béninoises demeurent les populations
béninoise. Rien ne va changer. On aspire à un développement et c'est seulement le développement, on va parler d'un Bénin développé, je préfère. Alors, Maurice Togan, dans ce limogeage, plusieurs raisons ont été évoquées. Vous avez lu la presse, vous êtes acteur des médias, vous avez lu aussi sur les réseaux sociaux où il est dit quand même que le pont de Gogounou est la raison fondamentale du limogeage du ministre Hervé Roumain. Il a également évoqué que d'aucuns qualifient quand même son limogeage, que cela a trait quand même à son activisme politique, du fait qu'il n'y a pas ce week-end quand même, que l'homme n'a pas quand même une activité politique, ou bien il n'y a pas ce jour où on ne lit pas une ligne dans la presse sur Hervé Roumain. Entre les deux, est-ce que vous avez à faire un peu la nuance et le tandem? Non, on ne peut pas faire un procès en sorcellerie pour un ministre qui va sur son terrain. Et il faut que je vous rappelle que M. Roumain est en politique depuis les années 2004, qu'il a participé activement à l'élection du président Boni-Yayi. Donc on ne peut pas lui en vouloir. En plus, le poste ministériel qu'il occupe est un poste hautement politique. Mais est-ce que, du point de vue technique, on a des reproches à lui faire? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Maintenant, moi, je pense que même si on veut noyer un chien, qu'on l'accuse de rage, ce dont moi, je suis convaincu, il y aura un bilan. Et l'essentiel est qu'on puisse trouver les parties de puzzle qui puissent permettre que, en 2021, que le président de la République soit apporté en triomphe. Pour moi, c'est l'essentiel. Parce que je vous ai dit qu'un chef d'État n'est pas obligé, du moins de vue légalement, d'expliquer pourquoi il a relevé un ministre de ses fonctions. Ça, s'il le fait, ce serait peut-être une faveur. Ce serait une faveur, pourquoi? Parce que, est-ce que vous estimez, comme Boris, puisque vous en parlez, est-ce que vous estimez que pour un ministre, comme vous le dites, on ne peut rien lui reprocher sur le plan, qu'on appelle en termes de compétences, qu'on le relève de ses fonctions et qu'on ne donne pas même peut-être une raison, alors qu'il y a autant de spéculations autour, comme l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'affaire Hoffmas, qui est quand même quelque chose aujourd'hui, après la conférence de presse de Jacques Ayadi, qui a encore alimenté la confiance, qui a réveillé quand même beaucoup de choses. Non, l'intervention du directeur général des travaux publics, pour moi, c'est un non-lieu. Étant donné qu'il n'est pas venu et imputer des responsabilités au ministre dans cette affaire. Mais il est venu contredire le ministre en fait, quelque sorte, alors que dans la hiérarchie gouvernementale, le ministre est beaucoup plus imprégné des sujets que le directeur, Jacques Ayadi, puisque c'est un directeur sectoriel. Il ne peut pas contredire le ministre, parce que c'est ce qu'il a fait. Non, lui, il n'est qu'un sous-fifre. Dans la hiérarchie, il est au bas de l'échelle. C'est ça que je dis. Et le ministre ne fait que répercuter l'institution qu'il a reçue. Maintenant, on nous a parlé, il a parlé des ouvrages qui seront réalisés en BOT, qui seront réalisés en BOT, mais moi, les arguments qu'il a développés ne m'ont pas convaincu. Et je ne pense pas qu'un membre du gouvernement pourrait avoir le toupet de venir pour nous dire que la déclaration de M. Ayadi engage le gouvernement. Donc, cette déclaration de qui alors? Ça n'aurait pas été bien poli. Moi, je pense. Parce que si on lui donne du crédit, ça veut dire que tout ce que nous avons dénoncé sous Yayi revient. Et là, ce serait que nous nous enlisons dans les pirouettes. Il faut aller de l'avant. Si nous avons dit, le peuple a dit, de 2006 à 2016, la façon dont Yayi passait les marchés, la façon dont les affaires publiques ont été conduites n'est pas la bonne, et que maintenant on revient pour nous servir des plats réchauffés. Moi, je n'ai pas compris le sens de l'intervention de M. Ayadi. Est-ce qu'il vient nous dire que, en nous parlant de BOT, qu'on a donné de l'argent à l'entreprise, alors que le BOT, ça veut dire que l'entreprise sort ses ressources propres, il investit et qu'on l'utilise et il récupère son argent. Mais pourquoi est-ce que M. Ayadi vient nous expliquer qu'on a déboursé l'argent du contribuable encore dans cette affaire? Peut-être c'est une stratégie révélée pour prendre un nouveau départ dans ce secteur judical Ouanou. Est-ce qu'à ce niveau, avec ce qui a été évoqué, ou peut-être affirmé plus publiquement par le ministre Hervé Roumain par rapport à ce dossier Hoffmas, et ce qui est venu dire Jacques Ayadi, est-ce que vous ne voyez pas une contradiction, une divergence? Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas de contradiction du tout. Puisqu'il y a contradiction. Il n'y a pas de contradiction, il y a une suite logique des choses. Laquelle? Il y a le ministre qui a dit, avec ce que vous avez repris, ce que vous avez pris, les travaux n'avancent pas, voilà, un peu comme ça. Et il y a l'entreprise qui, peut-être selon les clauses sombres, qui ne sont pas révélées à la lumière,
s'est senti choqué et a dit, on a pris quoi? Un peu comme ça. Et puisque le poteau rose est déjà découvert, Jacques Kayadji vient nous dire, écoutez, il y a deux sortes de BOT. BOT où l'entreprise peut finir totalement sur ses propres fonds, BOT où on peut financer, démarre, on peut l'aider, le porter un coup de pouce. Donc, je pense que c'est une suite logique et c'est déplorable, c'est regrettable. Alors, regrettable dans ce sens que, comme je l'ai dit, Jacques Kayadji aurait dû se taire. Je pense que c'est l'intervention de trop dans ce dossier. C'est l'intervention de trop dans cette affaire. Et le gouvernement de la rupture avait démarré bien. Bien en ce sens que les princes de nouveau départ ne répondaient pas à tout. Il y avait ce silence-là qui avait quand même une certaine éloquence et qui produisait ses résultats. Et c'est-à-dire qu'on laissait l'anonymat, on laissait les supputations et chacun tirait les conclusions à son niveau. Et on a réussi à entretenir le flou autour de cette affaire jusqu'à ce que Jacques Kayadji n'intervienne. Parce que dans la rue, ce qui se disait, c'est le pont de Gorgonou, soit c'est off-mass, et on dit non, jamais off-mass, non, les gens mentent parce que les gens ne veulent pas. Des activités politiques. Voilà, les gens ne veulent pas. Bon, alors qu'il le faisait depuis sa prise de fonction. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais Jacques Kayadji est venu dire aux gens, non, il est venu réveiller les gens. Ici, c'est telle affaire qui a fait partie il a en quelque sorte attiré les attentions. Voilà, donc c'est l'intervention de trop de Jacques Kayadji. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Maintenant, est-ce qu'il a eu le crédit des amis au pouvoir avant de venir le dire? Est-ce qu'il ne l'a pas eu? Ça n'engage que. Mais moi, je pense qu'ils auraient davantage mûri cette sortie-là, qu'ils auraient compris que cette sortie ne devait pas du tout avoir lieu. Jacques Kayadji n'aurait pas dû parler dans ce dossier. Il aurait dû laisser les gens tels que le système était en train de fonctionner. Le ministre a été déchu. Off-mass va continuer par... Et puis, on verra. On verra. Mais que Jacques Kayadji vienne. Aujourd'hui, Jacques Kayadji veut nous dire clairement que c'est off-mass qui a fait partie le ministre, mais qu'il faut quand même voir une certaine souveraineté au gouvernement dans ce dossier. Et c'est ce qu'il est venu dire. Et c'est ce que moi je comprends. Et c'est désormais l'entendement de tout le monde. La belle preuve, après la sortie de Jacques Kayadji, les plumes ont été réorientées. Les plumes ont été réorientées. Lesquelles déjà? Moi, je pense que mon confrère est en train de faire référence implicitement à la normocommunication. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Et la rareté de la parole est une stratégie en communication, mais ce n'est pas surtout qu'il faut se taire. Il pouvait intervenir, mais encore que la prise de parole en public doit être maîtrisée, contrôlée. C'est cela la communication, puisque l'intervention doit avoir un objectif. Mais quand ce que vous avez à dire n'est pas plus intéressant que ce que vous voulez dire. Alors, l'autre hypothèse qui est quand même exploitée au niveau de ce remaniement ministériel, c'est qu'à travers ce libougeage, Patrice Talon envoie un message fort à ces alliés politiques qui, dans le prochain gouvernement, auront peut-être des émissaires dans le prochain gouvernement. Cela signifie en quelque sorte que quand vous allez m'envoyer quelqu'un, cela ne signifie pas qu'il est d'office avec moi pendant peut-être les 10 prochains mois avant notre remaniement ministériel. C'est-à-dire que dès qu'il commettra une faute, je peux le limoger. C'est en quelque sorte un signal fort peut-être à Adrien Oubedji qui envoyera des éléments au niveau du gouvernement prochain. Des signaux forts peut-être à Abraham Zinokwe qui va envoyer aussi des éléments au niveau du prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, moi, Monsieur Patrice Talon, le président de la République... Parce qu'il est très stratège, en fait, le chef d'État. Non seulement stratège, mais il est vraiment très fin dans toutes ces entreprises, tout ce qu'il engage. Mais ma surprise, pour ne pas dire ma stupéfaction, a été très grande quand j'ai vu ces désaveux qu'il a infligé à son collaborateur. Parce que, dites-vous que moi, je m'attendais à ce qu'on revoie la façon de faire les choses. Je me suis retrouvé carrément dans le même schéma que sous Yahi Boni. Vous imaginez, il y a un directeur général des travaux publics. Sous lui, il y a un directeur des infrastructures. Il y a bien d'autres directeurs qui pouvaient aller sur le fameux pont de Gorgonou là. Mais moi, je n'arrive pas à concevoir que ce soit à cause d'un pont, le ministre n'avait pas besoin d'aller sur ce pont-là. Donc, moi, on peut révoquer des collaborateurs ou des agents ou des commis de l'État qui n'assument pas la fonction qui est la leur. Mais j'aimerais que
le président de la République soit mieux encadré. Parce que c'est une institution. Et pour prendre certaines décisions, il ne peut pas prendre ces décisions sous le coup de l'émotion. Au pivomètre. Voilà, sous le coup de l'émotion. Il faut qu'il soit encadré et conseillé au mieux. Parce que moi, j'ai constaté que l'institution qu'est le président de la République au Bénin est basée sur un individu. Ça ne peut pas être le cas. Parce que la charge est tellement lourde que si vous n'êtes pas bien encadré, on chancelle et on chute. On a vu le cas sous Yaya Boni. Le pouvoir peut monter à la tête, mais il faut qu'on remette la balle à terre parce qu'il y a un défi à relever. Nous avons dit, le peuple a dit, que la façon dont Yaya Boni a conduit ce pays n'est pas bien et il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Alors, pour nous, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on en parle du remaniement ministériel, pourquoi le remaniement ministériel peine à arriver? Écoutez, d'abord, il n'y a aucune loi qui force le chef de l'État à renouveler son équipe. Aucune loi, rien ne le force. Il peut faire les 5 ans avec les mêmes personnes qu'il a choisies depuis le départ. Et pourquoi nous avons commencé par supputer sur cette affaire de remaniement ministériel? D'abord, c'est depuis son désamour avec Sébastien Adjavon, qui quand même avait des gens au gouvernement. On s'est dit tout de suite que Patrice Adjavon, et Patrice Talon du moins, excusez-moi. Mais comme Adjavon l'a dit, Patrice Adjavon, c'est bien. C'est ce que le peuple béninois veut quand même. Ce n'est pas une mauvaise fusion. Ce n'est pas une mauvaise fusion. Voilà deux amis. Voilà. Patrice Adjavon, oui, allez-y. Comme je suis en train de le dire, les gens s'attendaient à ce que le président de l'État, le chef de l'État sorte de son gouvernement, les amis que son allié Adjavon lui avait. Mais Adjavon il a dit qu'il a demandé. Laissez-moi aller. C'est d'où l'idée du remaniement ministériel a commencé par être agitée. Donc, on s'est dit que la cohabitation allait désormais être difficile avec ces ministres envoyés par Adjavon. C'est depuis là qu'on a commencé par supputer la chose. Et la deuxième raison, c'est l'imminence des législatives. On sait que pour les élections législatives, il faut une équipe de combat sur le terrain politique. Est-ce qu'on a besoin d'être forcément ministre avant de mener un combat auprès du chef de l'État? Et les élections engendrent beaucoup de considérations. Et le chef de l'État va pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a essuyé récemment un cinglant désaveu sur le projet de révision de la Constitution. Donc, plus que jamais, il sait que pour avoir les coups déclenchés, il faut une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et il faut y aller avec des alliés. Parce que Patrice Talon n'était pas homme politique. Il était stratège dans l'ombre, mais n'était pas homme politique de terrain. Donc c'est aujourd'hui, il fait le combat sur le terrain politique. Donc on ne peut pas dire, c'est pour vous dire simplement que c'est nous, peuple, qui agitons pour ces deux principales raisons, le remaniement ministériel. L'autre chose, on nous a déjà appris aussi un schéma, le schéma qui consiste à remercier les amis des campagnes. Et on se dit que si l'un fait un an et demi, une autre équipe va venir les remplacer afin que la chaîne se suive et que tout le monde soit remercié. Donc il y a aussi ces considérations. Et nous ne sommes pas dans les secrets pour donner les raisons qui font aujourd'hui retarder le remaniement ministériel. Seulement le limogeage des Verts roumains, moi, me donne des idées. Et je me dis que le président Patrice Talon n'est pas encore à cette étape. Parce que s'il était à cette étape, il aurait peut-être se calmer et sorti le ministre des Verts roumains à l'issue du remaniement ministériel. Mais peut-être c'était quand même pour créer un caractère dubitatif dans parce que nous ne trouvons pas au ministre une faute lourde. C'est quand même des populations, hein?
Une fois qui était en souffrance. Non, mais le gouvernement ne nous a pas dit que c'est à cause des populations, justement. Effectivement. On ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas dit que c'est à cause de masse. Donc, par conséquent, nous, on continue de dire qu'on ne lui trouve pas de faute lourde. On l'a vu sur le terrain et on a vu que c'est quelqu'un qui travaille. Donc moi, je pense que le président de la République et le chef de l'État n'est pas encore dans ce schéma-là. Il continue de faire ses calculs. Je pense qu'il continue de faire ses consultations et il n'est pas encore prêt. Et quand il sera prêt, je pense qu'il va sortir la nouvelle équipe. Boris Soukan, pourquoi le remaniement ministériel peine à être effectué? Est-ce que le Parti Stana a besoin réellement de remaniement ministériel pour effectuer des challenges politiques? Est-ce qu'il a besoin réellement du remaniement ministériel? Est-ce qu'il a besoin de nouveaux ministres pour quand même pour remporter ses victoires politiques? Est-ce que, en voulant faire cela, la politique de cette manière, est-ce que ça ne rime pas avec ce qu'on a déploré sous le régime Yahi, où les ministres étaient devenus quand même des acteurs politiques vraiment très actifs? Moi, je pense que nous n'avons pas inventé la roue. En principe, au lendemain de l'échec de la révision de la Constitution à Porto Novo, si nous voulons être objectifs, il devait y avoir un remaniement ministériel, puisque nous sommes en politique. Et quand les paramètres changent, il faut se repositionner. Donc, si cela n'a pas été fait, pour moi, ça fait des insuffisances en matière de lecture de la chose politique. Actuellement, on a fait passer quelques biscuits en matière d'information. On a annoncé le remaniement à plusieurs reprises. Mais ça le système se coince parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Aujourd'hui, en dehors des chapelles politiques qui avaient travaillé avec le chef de l'État, il y a de nouveaux venus. Et ces nouveaux venus, chacun veut tirer le drap de son côté. Vous avez vu la volonté d'aller à la rivière a fait que la Renaissance du Bénin est aujourd'hui en lambeaux. Et la partie, l'aile... PSD? Non, au niveau de la LB, l'aile Zénoé est en train de faire les yeux doux. De la même chose, de la même manière, le PSD est en difficulté aujourd'hui parce que M. Amos Bruno veut se repositionner au sein de l'Union de la Nation pour pouvoir exiger des choses. Donc, il faut tenir compte de toutes ces considérations pour pouvoir former le gouvernement. C'est la raison fondamentale. Parce que si le président de la République rate cette manœuvre, c'est qu'il est parti pour faire du surplace pendant les 3 années à venir. Étant donné que si nous voulons faire une lecture objective, nous devons nous rendre compte que s'il n'y a pas révision de la Constitution, on ne peut pas exécuter le PAG. Donc, le remaniement aura comme effet de domino, c'est-à-dire un nouvel essai pour la révision de la Constitution. C'est-à-dire on fait le remaniement, on retourne à l'Assemblée pour essayer encore de réviser la Constitution avant de continuer l'exécution du PAG. Du PAG, il n'y a pas une tralismie. Je pense que c'est suffisamment grave, c'est excessivement grave qu'on puisse nous dire que l'avenir de la nation dépend de la révision de la Constitution. Je pense que c'est suffisamment grave qu'on puisse dire que la conduite des activités d'un gouvernement dépend de la révision de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant les 5 ans, Patrick Talon n'arrive pas à réviser la Constitution, il n'y aurait pas de réalisation. Il y aura de petits exploits. C'est suffisamment grave. Si le PAG, tel que vous le dites, a été ainsi conçu, je pense que c'est criminel. C'est excessivement criminel, c'est du chantage. Non, mais Patrick Talon a fait campagne sur le thème révision de la Constitution. Il a fait campagne. Si vous avez vu le PAG. Il a fait campagne sur le thème révision de la Constitution, mais il n'a jamais dit si je ne révise pas la Constitution, je ne pourrai rien faire pour mon pays. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Et je suis sûr que s'il avait dit, le peuple n'allait pas adhérer. Le peuple peut-être, si le peuple, d'ailleurs, à un moment donné, quand il a commencé, je peux vous dire, ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est l'expression du peuple.
c'est l'expression du peuple. Peut-être que les choses vont changer. Vous parlez de peuple. Ce sont les députés qui ont décidé. On connaît les c'est si grave. Mais puisque vous étiez en train de parler du PAG du Calroc Guanou, puisque vous en parlez, vous savez, le programme du chef de l'État, le programme national du gouvernement du président Patrice Talon, le Bénin révélé, est assez ambitieux. Et il a prévu une grande partie pour le social. Et on a constaté que le chef de l'État, il pense à travers diverses mesures. Récemment, il y a eu 425 milliards de francs CFA, plus de 400 millions de francs CFA qui ont été dédiés aux populations en souffrance lors des inondations à Carré-Maman et bien d'autres communes. Qu'est-ce que vous y pensez? Non, écoutez, toute action envers des populations est à sinistrées, sinistrées ou non, est à saluer. Toute action positive envers un être humain est à saluer. Maintenant, quand je suis un peu peiné, quand je vois des gens dire le gouvernement investit dans le social, un gouvernement ne fait pas du social. Un gouvernement n'est pas une ONG. Je suis désolé. Et on s'est enlisé progressivement depuis Yahi Boni. Et Yahi Boni a décrété la gratuité de la césarienne. Et on dit le gouvernement fait du social. Alors que c'est du rôle, c'est du devoir du gouvernement d'assister sa population. Dans certains pays, par exemple, aujourd'hui, vous allez au CNHU. Si vous n'avez personne, on ne vous soigne pas. C'est excessivement grave pour les premiers soins. Ils doivent normalement, dans des pays, dans des États respectueux, ces premiers soins sont d'office faits d'abord. Et c'est après qu'on voit maintenant comment on fait. Il y a même des caisses qui sont installées. On dit s'habiller, se nourrir, se vestir, s'instruire. Le gouvernement, au thème de la Constitution, dit le gouvernement doit assurer ses besoins à ces populations. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ce carcan-là où tout le temps on dit le gouvernement fait du social. Je ne parle pas exclusivement du gouvernement de Patrice Talon. Non, je ne parle pas exclusivement de ce gouvernement. Et depuis quelques années, ça a commencé d'ailleurs par me taper sur le système. Et ça me fait mal parce que les ONG sont là. Il y a des personnes philanthropes qui sont là. Il y a même dans les pays développés. Et on dit des actions humanitaires. Mais on ne peut pas voir un gouvernement dire le gouvernement fait du social, le gouvernement fait du... Le gouvernement fait bien son travail. C'est ce que je veux dire. Et si, tant est que le gouvernement dit, voilà, ces populations sont en difficulté parce que il faut qu'on regarde... Je dis c'est une bonne politique. On va de l'avant. Alors, Boris Togan, quand le gouvernement quand même décide de prendre des mesures quand même pour apaiser les familles éplorées, pour la reprise des activités pédagogiques et pour les besoins d'émergement et les nécessités sanitaires, est-ce que vous ne voyez pas que dans le même temps, le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour parer à ces problèmes, pour que les prochaines fois, il n'y ait pas d'inondation dans ces zones? Est-ce que vous ne voyez pas la chose sur ce temps? Oui, je dois avouer que nous devons désormais essayer d'anticiper, nous inscrire dans une vision prospective. Parce que ce sont des phénomènes cycliques, des inondations. Donc, nous savons qu'à telle période de l'année, il y a cru au niveau de telle zone. On peut, en matière d'aménagement du territoire, exploiter les études qui sont faites par des spécialistes et devancer ces catastrophes-là pour qu'on évite de faire du saupoudrage. Ce que le gouvernement fait, moi j'apprécie, mais j'aurais aimé que l'année prochaine, par exemple, qu'on ne vienne plus jongler, mais qu'on règle le problème de façon définitive. Pourquoi pas en faisant des réserves, des retenues d'eau, pour éviter que les populations soient inondées. Ce sont des pistes à explorer. Mais tout à l'heure, Roch était en train de parler pour dire que quand même un gouvernement n'a pas vocation sociale, c'est son devoir. Qu'est-ce que vous y répondez? Non, bon, la meilleure façon de faire les choses, c'est de dire. Vous faites ce que vous dites quelque chose, faites-le. Maintenant, moi je ne vois aucun péché là à dire ce qu'on a fait. Et aux États-Unis actuellement, Donald Trump est sur le terrain. Et en France, Emmanuel Valls est sur le terrain. Emmanuel Macron est sur le terrain. Donc moi je pense que ce n'est pas un péché. Le souhait maintenant est que la prochaine fois, les prochaines années, qu'on ait une organisation qui permette de prévenir au lieu que de venir jouer les médecins après la mort.
en faisant des retenues d'eau, aménager l'espace pour que les cultures... Parce que le problème qui est récurrent là, c'est que les zones parcourues par ce surplus d'eau sont dévastées. Et souvent, ce sont les greniers, des zones qui desservent les populations en matière de culture vivrière. Alors, voilà. Avant de vous laisser partir, je vais vous arracher quand même un tour de table, je vais vous arracher un mot. Par rapport aux mesures sociales sous le régime Talon, qu'est-ce que vous en pensez, Roch? Moi, je vous ai déjà dit ma position par rapport à ce mot-là. Oui, c'est le devoir. Vous avez dit que c'est le devoir du gouvernement d'être social. Comment vous trouvez l'exécution du programme social? Voilà, mon ami tout à l'heure dit que Donald Trump est sur le terrain, Macron est sur le terrain. Macron ne te dira pas qu'il est en train de faire du social. Macron investit dans sa population. Donald Trump ne dira pas qu'il est en train de faire du social. Parce que quand on dit social, c'est comme si le gouvernement donne. C'est comme si le gouvernement... Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le social, quand on dit le gouvernement fait du social, le gouvernement fait du social, non. C'est les sous du pays. C'est nos sous. Ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas des aides humanitaires. C'est les sous. La BEPRE vous avez dit... Quel terme vous auriez utilisé? La BEPRE vous avez dit le ministre des Finances. On a donné au ministre des Finances de sortir nos deniers publics. Donc, ce n'est pas Talon qui sort de l'argent de sa poche. Yahi, par le passé, n'a jamais sorti l'argent de sa poche également. Donc, je ne dis pas ça pour vilipender le pouvoir en place. Mais il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Il y a des thèmes qu'il faut essayer de bannir. Maintenant, quand vous parlez de mesures prises par le gouvernement pour aider quand même la population à vivre un peu plus décemment, je dis, c'est bien. Est-ce que les mesures sont assez actives? Je dis pour le moment, le gouvernement Talon essaie de faire ce qu'il peut. Et je vais un peu rejoindre mon ami Boris Touton en disant qu'il faut désormais que nous apprenions, que nos dirigeants cessent de nous berner. Parce qu'aucun problème n'est éternel. On peut régler par exemple, ou du moins on peut essayer quand même d'annuler un peu les affres des inondations, ce que nous vivons en cette période-là. Mais tous les jours, on veut garder le pays, on veut garder la situation telle, parce que ça constitue des thèmes de campagne. On dit déjà, le gouvernement allait faire du social. Alors vous voyez, Talon vous aime tellement qu'il a dit à son ministre de donner près de 500 millions, de décaisser près de 500 millions de francs CFA pour venir aider vous et vos enfants. Vous voyez un peu comment ça sonne. Comme si c'est de sa poche. Et on veut toujours maintenir la population dans cette dépendance. On ne veut pas régler les problèmes. Parce que dès qu'on règle les problèmes, le débat électoral sera plus élevé. Aujourd'hui, puisque la population est à 80% analphabète, on préfère surfer sur ces phénomènes sociaux pour pouvoir maintenir la population à des fins électoralistes. C'est vraiment dommage, c'est la cupidité humaine et c'est le politicien qui est formaté comme ça, c'est le politicien qui est conçu comme ça. Et c'est un peu désolant. Sinon que je suis sûr que d'ici à là, les gens vont prendre conscience et même nos amis journalistes qui sont le plaisir de dire le gouvernement fait du social, le gouvernement donne. Le gouvernement ne donne pas. Le gouvernement, c'est un programme. Et c'est nous tous, c'est vous, cadets, vous allez payer vos factures d'électricité. Vous payez des impôts. C'est nous tous qui aidons nos frères qui sont de l'autre côté. Le gouvernement a pris l'initiative. Le gouvernement a pris l'initiative. C'est du ressort du gouvernement de conduire l'initiative. Mais aussi, l'ONG fait du social, c'est l'ONG qui est allé chercher ses fonds. Alors, Boris Tougan, que pensez-vous de la politique sociale du gouvernement pour finir? Bon, moi j'estime que on ne peut pas obliger M. Patrice Talon à faire comme Yahi Boni. Chaque homme avec ses empreintes digitales, chaque homme avec sa façon de faire les choses. Ceci dit, on ne peut pas dire que, on ne peut pas affirmer dada que Patrice Talon ne fait pas du social. Parce qu'on a vu que on a assisté à des dons de kits scolaires, on a assisté à beaucoup de choses. La relance des microcrédits. Voilà, l'essentiel, ce dont moi je me réjouis en tant qu'observateur, c'est que il y a moins de propagande autour de ce qui est fait. C'est l'essentiel. Mais on ne peut pas obliger un chef d'État à maintenir du personnel inutile dans les entreprises d'État ou dans les ministères simplement pour faire du social.
pendant 10 ans sous Yahi dans ce pays-là, les gens ont été recrutés comment? Si c'est parce qu'il y a eu du dégraissage du personnel public qu'on parle du manque de social, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que nous aurons le temps de revenir sur voilà. tout le moment. Il ne faut pas confier le social. Pour le moment, personne ne parle du manque de social. Le problème, c'est le mot qui a utilisé. Le problème, c'est ce qui se passe maintenant. Vous allez sur nos terrains encore, que je voudrais bien que Kader nous invite à développer un de ces jours. Quand on parle de dégraissage, quand on parle du dégraissage, je pense que cette hantise, il faut qu'on dépassionne un peu la chose. Et il y a entre tellement les gens que dès que les gens sont sur un plateau, dans un débat, il faut tout rapporter à lui. Je pense qu'on fait nous allons refaire le débat. Nous n'inventons pas l'histoire. On est là tout le temps à dire. Si Yaya fait du mal, pourquoi vouloir comparer forcément? Non. Patrice Talon. Je pense que je vais vous inviter tous les deux pour chercher à savoir. Pour qu'on puisse ensemble essayer de ceux qui font les critiques aujourd'hui, ce sont les disciples de Yahi Boni. Non, qui n'a pas été disciple de Yahi Boni? Tout le monde est disciple de Yahi Boni, tout le monde est disciple de Patrice Talon. Parce que ce sont nos présidents de la République, ce sont nos chefs de l'État. Parce que autant de Yahi Boni, personne n'a dit je ne suis plus béninois, je déchire ma nationalité. Autant de Patrice Talon, je n'ai pas encore vu. Nous sommes tous béninois. Moi, je travaille activement avec le président Patrice Talon et je l'ai dit, j'apprécie ses actions et je dis il y a des mots qui me choquent. Et je l'assume, c'est moi, c'est ma vision. Et je suis sûr que beaucoup vont adhérer parce que je dis un gouvernement ne fait pas du social. Et je connais pas Patrice Talon. S'il intègre ce concept, il va refuser. Je le connais. C'est un homme pragmatique. Je pense que vous allez revenir pour qu'on puisse faire le débat, pour essayer de comprendre un peu pourquoi, plus de 19 mois après son départ du pouvoir, pourquoi l'ombre de Boni Yahi plane toujours sur les affaires. Parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Je pense que c'était avec Boris Tougan et Julie Kairok-Wang. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur général du magazine panafricain L'Enquêteur et directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous en compagnie de nos programmes sur les www.ezavetelevision.com. Bonsoir.